l'essentiel de l'expérience. Alors quand il dit l'essentiel de l'expérience, ça ne signifie pas les faits tels qu'ils vont être décrits, c'est-à-dire tel jour il s'est passé ça, etc. Mais plutôt ce qu'on a ressenti, ce qu'on a éprouvé comme émotion, qui ne pourra être véhiculé par la fiction. Et tout à l'heure, vous pourrez écouter Fabrice Imbert qui a plein de choses à dire là-dessus. Donc c'est vraiment le credo de Semprin. Alors là, je vais faire ma maline de psychologue, entre guillemets, mais neurologiquement, les zones qui concernent la fiction et la mémoire sont les mêmes. Donc tout est relié. En fait, l'artiste sait intuitivement que c'est comme ça qu'il va approcher l'autre. Mais donc, ça a toujours été une évidence pour lui de passer par la fiction pour témoigner? Oui, je pense. Alors, il faut revenir quand même aux années d'adolescence de Georges Semprin, même beaucoup plus haut, puisqu'il dit qu'à 8 ans, il écrit déjà, et sa mère, qui est une figure magnifique dans l'œuvre, Susanna Maura, une mère idéalisée mais très belle, dit, en parlant de cette fratrie, ils sont 7, hein, elle dit, celui-là, il sera écrivain. Alors, il y a une espèce d'injonction maternelle quand même qui est là. Au président de la République, c'est vrai. Bon, il a été ministre. Voilà. Adolescent, il écrit. Alors, il écrit surtout de la poésie, c'est vrai, mais quand il est étudiant, il a une amitié très intéressante avec Claude Edmond-Magny, qui était critique littéraire. Et poète. Et poète. Et il lui montre ses premiers essais de romans, qui sont peut-être, comme Marcel Proust, une recherche d'un temps perdu et retrouvé. Bon. Et il n'y arrive pas parce que je pense qu'il lui manque une détermination et je pense qu'il lui manque une expérience très lourde qui sera celle de Buchenwald. Je pense que si Georges Semprin n'avait pas été déporté, je pense qu'il aurait été écrivain. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il le disait, j'ai vu un entretien dans lequel il le disait. De toute manière. Mais évidemment, son œuvre n'aurait pas eu la dimension et le poids éthique qu'elle prend. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui déjà sait ce que la fiction apporte. Et par conséquent, comme vous l'avez dit toutes les deux, il est tout à fait évident que c'est cette forme d'artifice qu'il va choisir et qu'il va inventer, toujours à partir tout de même d'éléments autobiographiques, mais il va les transformer, les déplacer, ses souvenirs, et il va construire des personnages qui lui ressemblent dans ses romans, qui ont des traits semproniens absolument évidents, mais qui seront en même temps autres. Et là, je pense quand même que il y a dans cette invention, dans cette, comment dirais-je, reconstruction inventive de la mémoire, il y a une fonction restauratrice. Je prendrai un exemple. Dans le roman, son dernier roman qui s'appelle 20 ans et un jour, l'écrivain fait revivre Federico Sanchez, bien sûr, mais il fait aussi revivre ses parents sous la forme de personnages inventés et qui ressemblent extraordinairement à tout ce qu'on a pu apprendre sur ses propres parents, José María de Samprud et Susanna Maura. Et il fait mourir celui qui ressemble à son père jeune, pendant la guerre civile. Or, moi j'ai toujours trouvé que les sentiments de Semprin vis-à-vis de son père étaient ambivalents. Il a à la fois une grande admiration pour ce père républicain dans un milieu bourgeois qui ne l'était pas du tout, pour son christianisme social affiché, qui a donné à Semprin une armature morale très, très forte. C'était le correspondant de la revue Esprit en Espagne, c'est bien ça. Ça. Voilà, c'était un des correspondants de la revue Esprit, et d'ailleurs, entre parenthèses, la revue Esprit, qui représentait le christianisme social, a beaucoup soutenu la famille Semprin lors de son exil,
qui a été un exil très pauvre, très difficile, etc. Bon, donc je reviens à mon propos, et ce père qui était parti quand même tout au début de la guerre civile, on peut le comprendre, avec une tribu de 7 enfants, il a voulu les mettre, les sauvegarder en quelque sorte. Lui-même aurait été arrêté, mais moi je pense que c'est un esprit de famille qui l'a fait partir. Bon, mais ce père qui était parti est resté quand même, si vous voulez, dans une idée d'abandon. On a abandonné le pays qui ne pouvait pas, qui avait tant de mal à résister. Et alors il a fait revivre ce père, avec des traits de ressemblance évidents, dans 2 personnages, et notamment dans José María Alondano, dans 20 ans et un jour. Et ces 2 personnages meurent, notamment Mercader, un autre, sous le tir, les fusils de la guerre civile franquiste. Bon, j'ajoute ce père qui n'a jamais voulu revenir en Espagne à cause de Franco et qui est mort en exil, par fidélité. Oui, vous vouliez ajouter un mot? Non, je voulais juste lire un petit passage, oui, justement, qui illustre la délégation de Semprin à ses personnages. Alors c'est dans l'écriture ou la vie. Il parle d'un personnage, du personnage de Juan Larrea, qui est son double, qui est un personnage de l'ouvrage La Montagne Blanche. Alors il écrit, lequel personnage se suicide, hein. La veille de son suicide, le samedi 24 avril 1982, Juan Larrea s'était souvenu soudainement. Il avait cru pourtant qu'il parviendrait à prendre sur soi, cette fois encore. Il avait décidé de ne rien dire, du moins, garder pour soi l'angoisse nauséeuse lorsque la fumée de la centrale de Porcheville dans la vallée de la Seine lui avait rappelé celle du crématoire de Lettersberg, jadis. Garder, enfouir, refouler, oublier, laisser cette fumée s'évanouir en fumée, ne rien dire à personne, n'en pas parler, continuer à faire semblant d'exister comme il l'avait fait tout au long de toutes ces longues années, bouger, faire des gestes, boire de l'alcool, tenir des propos tranchants ou nuancés, aimer les jeunes femmes, écrire aussi, comme s'il était vivant, ou bien tout le contraire. Voilà, c'est un bon exemple où dans chaque roman, on va voir des personnages qui vont prendre à leur compte, faire parler par leur propre voix les tourments du narrateur et de ses multiples doubles. Et de son point lui-même, au bout du compte. Vous vouliez ajouter un mot sur cette transformation justement de la fiction? Justement parce que voilà, Jorge Semplún donc assume cet emploi de la fiction. Il y a des personnages qui n'existent pas dans ses œuvres, qui sont inspirés parfois de personnes réelles qu'il a rencontrées, comme le gars de Semur, etc., dans Le Grand Voyage. Mais, et en même temps, ce paradoxe dans son parcours, c'est que Jorge Semplún n'a pas fait d'études en littérature, il a fait des études en philosophie. Donc c'est quelqu'un de très analytique. Avant de créer, si je puis dire, il analyse les mots. Et en plus, voilà, il étudie Hegel, Marx, etc. Voilà, donc les auteurs, on peut dire, voilà, plus philosophe que poétique. Oui, même Husserl, il a même écrit un peu sur Husserl, enfin oui, c'était une philosophie très rigoureuse, oui. Donc voilà, et justement, et c'est ça qui est intéressant de ce parcours philosophique, analytique, on arrive ensuite à une production qui est extrêmement poétique. Justement, sur la poétique de Semprin, Françoise Nicoladze, vous disiez tout à l'heure, vous parliez du fait de se mettre à l'écriture comme une manière d'entrer, de finir par rentrer dans le camp. Sauf que son premier roman, il n'y entre pas directement. Et la forme de ses livres est souvent une forme où le temps est soit en anticipation, soit rétrospectif. Il disait... je ne peux pas écrire au présent, je ne peux pas raconter le présent. Et Le Grand Voyage, par exemple, ce sont les 5 jours du transport de Compiègne à Buchenwald, c'est le train, et ça ne va pas jusqu'à l'entrée dans le camp.
Et l'expérience du camp passe autrement par une structure temporelle complexe qui marque l'ensemble de ses livres, si je ne me trompe pas. Quelle est votre question exactement? De me parler, je vous demande de me parler de, de la forme, justement, de ce rapport à la temporalité dans les romans de Semprin. On parlait beaucoup. Oui, je pense qu'il écrit beaucoup suivant le fonctionnement de sa propre mémoire. Il a souvent dit je ne suis pas dans l'instant présent, je suis à la fois dans le passé et dans l'avenir. Et c'est une forme assez particulière qu'on retrouve dans ses romans, ce qu'il appelait les marches en avant et en arrière de son récit. Alors, ça donne une espèce d'intemporalité qui est d'ailleurs parfois difficile à suivre pour le lecteur, encore moins aujourd'hui parce que il me semble que beaucoup de romanciers procèdent ainsi maintenant. Il y a beaucoup de retours en arrière, mais chez Semprin, c'est quand même quelque chose de particulier parce que moi, je n'ai pas l'impression d'un artifice. J'ai l'impression d'une authenticité qui ne peut pas raconter sans avoir en lui tout ce qui a affecté sa sensibilité. Et le Grand Voyage, que vous disiez, en est la preuve. On est constamment dans le passé et puis dans l'avenir du camp. Alors, beaucoup moins que dans Quel beau dimanche. Oui, alors, voilà. Ça, on est dans le camp. Là, on est tout à fait dans le camp. Mais sur une seule journée. C'est-à-dire toute l'expérience est concentrée sur une seule journée. Voilà, exactement. Et ça, ce traitement du temps, ça donne une particularité, une caractéristique, bien sûr. Alors, en ce qui concerne la poétique de Semprin, moi je la vois d'abord dans sa langue, dans sa façon d'écrire qui est absolument superbe, probablement tissée. Je n'ai malheureusement pas suffisamment de culture hispanique pour m'avoir abordé ce thème, mais tissée des poètes de l'âge d'or espagnol, tissée de toute une littérature qui ne nomme pas dans le texte, mais qui est, comment dire, un des fils de broderie qui court dans tout le texte, ce qui donne des formules, des images absolument magnifiques. Baroque. Oui, sur cette question, sur ce que vous disiez sur la mémoire, la temporalité très spécifique des livres de Semprin, c'est au fond le fonctionnement de sa mémoire. Enfin, est-ce que c'est une idée que vous partagez là aussi, je vous parle en tant que psychologue, c'est-à-dire est-ce que vous pensez que très loin de l'artifice formel, on est dans une sorte de flux de conscience, de flux de mémoire? C'est complètement un flux de conscience, c'est un flux de mémoire énoncé au présent, se projetant dans l'avenir et un pied dans le passé. Et la particularité des épreuves, on a tous vécu à des degrés divers. Je ne parle bien sûr pas de l'expérience tout à fait spécifique de la déportation, mais si on se plonge pour avoir une idée à minima, quand on est très malheureux, quand on a un chagrin d'amour, quand on a perdu quelqu'un, on éprouve des sensations de déréalité, d'étrangeté, de perception que l'on n'a pas dans notre vie ordinaire, parce que dans la vie ordinaire, on n'y fait pas attention. Et quand on est très mal, quand on souffre beaucoup, eh bien, on perçoit les choses avec beaucoup plus d'acuité et avec la possibilité de les voir dans le même mouvement simultanément, comme dans un kaléidoscope. Donc là, c'est démultiplié évidemment par la gravité du traumatisme. Quand on lit les témoignages de traumatisés, si vous lisez tous les récits de guerre, parlent de ça, de cette disruption du temps. En fait, le temps, c'est une construction artificielle, c'est bien sûr pas le temps de notre horloge, c'est un temps qui est un temps multidimensionnel et multidirectionnel. Et Semprin qui se laisse aller dans cette écriture, c'est la force de son écriture et son originalité, son courage aussi, c'est de se laisser porter comme ça vient. Il y a d'ailleurs dans Le Grand Voyage, il y a une phrase très belle où il dit
c'est moi qui raconte l'histoire et je fais ce que je veux. C'est-à-dire que, oui, on lui a fait le reproche, enfin, qu'est-ce que c'est que toutes ces citations, et enfin, qu'est-ce que vous racontez? Alors, on est où, là? On est dans le camp, on n'est pas dans le camp, alors qu'est-ce que c'est demain, c'est hier? Et donc, le narrateur excédé du grand voyage dit, mais fichez-moi la belge, c'est moi qui raconte l'histoire. Et donc, je fais comme je veux, c'est-à-dire, je fais comme je peux, et je fais comme je sens. Et donc, c'est vrai que il faut se laisser aller pour le lire. Oui. Il faut se laisser emporter par le narrateur qui a le pouvoir. Vous, Eva Reynal, vous travaillez, on le disait, sur la notion de déplacement traumatique, c'est-à-dire au-delà même des expériences de déportation sur l'exil. Est-ce que, justement, à travers votre corpus, sous cet angle-là, ce rapport kaléidoscopique au temps, propre au traumatisme, est-ce que vous l'observez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé dans votre travail? Oui, alors j'ai essayé pendant mes recherches de développer ce concept d'aller-retour, c'est-à-dire l'ensemble des déplacements traumatiques, exil, déportation, certaines formes de clandestinité aussi. Et ces déplacements traumatiques en littérature, on les retrouve par exemple avec justement ces mouvements de va-et-vient, de ressassement, de remémoration, de réécriture de mêmes épisodes, etc. etc. Et ce que je trouve intéressant pour Semplun, mais pour d'autres auteurs aussi qui ont vécu ces expériences traumatiques-là, ben voilà, c'est que la temporalité du camp, elle est encore une fois extraordinaire. Alors il est censé y avoir pas un calendrier, mais un planning très précis, et en même temps, on n'a pas l'heure, tout nous est dicté, on n'a pas de temps à soi. Enfin, c'est assez... voilà, c'est quelque chose qui est hors du temps dit normé. Pareil, l'exil, eh bien voilà, quand je suis exilée, c'est plus le temps de ma patrie, je suis plus non plus dans le temps de ma terre d'accueil, parce que je suis une espèce d'entre-deux. Et même lorsque Semplun va aller faire ses missions en Espagne, mais voilà, il est clandestin avec une autre identité, un programme qui est bien autre que le citoyen espagnol lambda. Donc là aussi, hein, d'ailleurs ce moment de confinement qui vit au moment d'écriture du Grand Voyage, bon ben voilà, ça c'est aussi un moment hors du temps. Et en même temps, cette écriture qui est marquée par la discontinuité temporelle, elle parvient à retrouver une certaine unité, mais grâce justement à toutes ces références culturelles allemandes, alors vous avez dit espagnol, mais aussi allemand, français, etc. Et voilà, grâce par exemple à telle chanson de Zara Leander, on va pouvoir revenir à tel moment, telle expérience. Et ça, c'est justement c'est tout l'intérêt de son écriture. Voilà, c'est différentes temporalités. Je fais ce que je veux, comme l'a dit Madame Benestrov, et en même temps j'arrive à oui, et en même temps j'arrive à recréer à lier tout cela grâce à ce espèce de corpus de références de culture européenne. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, mais je crois que ce qui redonne aussi un mouvement à l'œuvre, à chacun des livres, mais vraiment à l'œuvre, c'est cette volonté de la part de Georges Semplun de reconstruire, non pas une identité, mais des identités en harmonie les unes avec les autres, de n'en laisser aucune de côté. Il le dit dans, je crois que c'est dans quel beau dimanche, ou l'Algarve, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, il dit, j'essaie de façon presque pathétique de rassembler tous ces brandons, tous ces brindilles identitaires, pour y voir clair. Et je crois que cet effort de lucidité sur lui-même, il est constant dans l'œuvre, à travers des artifices quelquefois, ou des purs souvenirs, qui font que ça donne à l'œuvre, malgré cet aspect baroque, tu disais Corinne, il a tout à fait raison, que ça donne une certaine unité. Cette manière de tout rassembler, on pourrait peut-être la projeter au-delà de sa personne. Il rassemble tout ce qui constitue son histoire, son identité, mais au-delà, ces livres ont une portée universelle sur laquelle il a lui-même évidemment beaucoup réfléchi, et notamment sur l'expérience concentrationnaire de manière générale. Et il y a une chose
qu'on oublie parfois, j'ai l'impression, en lisant des choses autour de Semprin, c'est l'importance pour lui de l'expérience concentrationnaire soviétique. Il a dit l'importance qu'a eu pour lui la lecture d'une journée d'Ivan Denisovitch de Solzhenitsyn, qui a même été, je crois, formellement une influence importante pour lui. Et il disait quelque part que pour lui, le plus grand livre sur l'expérience concentrationnaire, et là il faut bien entendre concentrationnaire en tant que tel, et pas l'expérience des camps de la mort, pas de l'expérience génocidaire, mais pour ce qui est des camps de concentration que lui a connus, il disait que le plus grand livre c'était les récits de la Kolyma de Chalamov. Et ça a une certaine importance dans son parcours politique personnel, qu'il ait pris conscience de l'importance de cette expérience-là. Lui qui, communiste, il disait, jeune communiste, si on nous avait dit qu'il y avait des camps, quand nous sortions de Buchenwald, nous aurions ri au nez de ceux qui nous disaient ça, nous ne pouvions le croire. Donc je ne sais pas qui a envie de réagir sur ça. Oui, il s'en est accusé d'ailleurs dans l'autobiographie de Federico Sanchez et dans Quel beau dimanche et dans des entretiens multiples. C'est sûr que, bon, il n'a pas voulu, il n'a pas pu, c'est pas la peine de revenir là-dessus. C'est une génération. Les communistes étaient des gens, comme dit Camus tout de même, qui avaient des raisons immenses de lutter. Ils se sont trompés, ils ont été trompés. C'est une histoire, disait Semprin, qui est terminée. Mais... C'est-à-dire, pardon. Quelle histoire était terminée? L'histoire de sa croyance communiste? L'histoire du Parti communiste. Bon. Et je pense aussi sa propre histoire. On ne voit pas dans les livres des traces désespérées, comme on en voit dans certaines mémoires de communistes qui ont été rejetés ou qui ont rejeté le parti. Il n'y a pas d'amertume. Et il n'y a pas d'amertume parce que je pense qu'il avait été, comme il l'a dit, jusqu'au bout de son combat et qu'il a rebondi tout de suite sur autre chose. Sur un plan politique, sur un plan littéraire, sur un plan... Sur le cinéma. Et sur le cinéma, oui. Et justement, voilà, absolument. L'aveu est un film très important tout de même dans la prise de conscience du totalitarisme soviétique. Tout à fait, et il en tout est à fait. le co-auteur. Oui. Mais alors je voudrais rajouter, parce que c'est quand même un très beau moment dans le récit et au niveau de la langue, quand il raconte sa lecture de Solzhenitsyn, et quand il arrive dans la gare de Lyon, il neige, et il voit les réverbères, et la neige qui se cristallise et qui tombe autour du réverbère, et brusquement, il est transporté dans le livre d'une journée d'Ivan Denisovitch et il se prend pour le Tsek Zhukov. La sensibilité est tout à fait jumelle, c'est la même. Et là, il dit, j'ai décidé de réécrire Le Grand Voyage parce que je ne pouvais plus raconter l'abomination des camps de concentration sans y inclure cette dimension du goulag. Donc c'est fondateur dans son écriture même. Peut-être pour terminer, avant que nous puissions discuter tous ensemble, un mot sur la Shoah spécifiquement, puisque donc encore une fois, lui était à Buchenwald, déporté politique. Je rappelle que après la libération d'Auschwitz en janvier 1945, beaucoup de juifs déportés survivants à Auschwitz sont emmenés à Buchenwald. Il a raconté qu'il les a vus arriver, et Elie Wiesel était là d'ailleurs, ils ne se sont pas rencontrés à ce moment-là, mais enfin voilà. Comment aborde-t-il la spécificité des camps de la mort, en fait, par rapport à sa propre expérience concentrationnaire? Alors il l'aborde dès le début dans sa singularité, sa spécificité, puisque dès le Grand Voyage, on a les récits justement des enfants juifs qui arrivent. Il faut rappeler que Semprin travaillait dans la clandestinité, donc dans la résistance du camp de Buchenwald à l'Arbeit Statistik, qui était le bureau d'affectation des commandos.
Travail qui lui sera reproché par la suite, parce que un peu privilégié par rapport aux autres en termes de conditions de survie, mais travail très dangereux et très difficile puisque les résistants communistes et antifascistes ont tout fait pour protéger un maximum de personnes. Et c'est comme ça d'ailleurs que des enfants ont pu être cachés et protégés à Buchenwald par les vieux de sexe, justement, les vieux antifascistes, dont certains d'ailleurs ont été reconnus juste parmi les nations, comme voilà, il y en a plusieurs. En tout cas, bref, Semprin est là dans cette galère, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il y a un détenu qu'on ne connaît pas bien chez nous en France, qui s'appelle Jean Blum, qui est belge, et qui est du Parti communiste belge, qui lui aussi est un rappel statistique et qui décrit l'arrivée des enfants. Alors quand j'ai trouvé ce témoignage, j'ai trouvé ça passionnant parce qu'on avait un autre regard et ils expliquent bien la différence fondamentale qu'ils ressentent en voyant les déportés, les détenus qui viennent d'Auschwitz et ceux de Buchenwald. En fait, ils se rendent compte qu'ils sont encore dans un autre monde et qu'il y a encore d'autres cercles de l'enfer. Donc ça, Semprin, il va tout de suite le mettre en évidence dès le Grand Voyage et il le fera systématiquement dans tous ses ouvrages, tous ses articles. Pour lui, il n'y a absolument aucune ambiguïté entre les deux formes, si je puis dire maladroitement, de déportation et voilà. Donc il a toujours eu une parfaite ligne d'expression sans aucune ambiguïté. Eva, sur ce point, sur ce... Il y a un passage, moi, qui m'a marqué dans la confrontation de Rolf Semplun avec la judéité. C'est ce fameux moment au début de l'écriture ou la vie, lorsqu'avec un camarade, donc le camp est libéré, mais c'est pas parce que le camp est libéré que la situation sanitaire, etc., s'est améliorée. Et ils vont rencontrer ce fameux juif hongrois mourant qui est surnommé le Christ du Kaddish, parce que voilà, lorsqu'ils le sortent de la baraque et qu'ils le prennent dans leurs bras, c'est vraiment le Christ en descente de croix et qui est en train de se réciter à lui-même le Kaddish. Moi, c'est l'épisode des enfants m'avait marqué, mais celui du Christ du Kaddish m'a encore plus marqué parce qu'il y a vraiment cette proximité physique pour le coup. Deuxième chose aussi, il y a un entretien de Jorge Semplun avec Elie Wiesel qui a été publié en 1995 qui s'appelle « Se taire est impossible ». Ouais, voilà. Et il est très très intéressant parce que Elie Wiesel, il est venu à Buchenwald sur la fin, si je me rappelle bien. Non, pas du tout. Oui, c'est ce que je rappelais. Donc, à un moment donné, ils ont été dans le même camp, mais pas du tout dans les mêmes conditions. Après, voilà, quand Ilnestrov dit privilégié, ce sont les éléments de langage du camp. On se doute bien que privilégié n'avait rien à voir avec le terme privilège qu'on peut employer de nos jours. Ce sont des notions relatives. Et c'est très intéressant parce qu'ils confondent chacun leur propre expérience et Rolf Semplun explique que lui il savait à peu près quand même pourquoi est-ce qu'il était là. Il y avait cet engagement politique qu'il a payé cher, mais en tout cas il y avait pas une raison, mais il avait compris que les gens en voulaient à ses idées politiques et à son idéal marxiste, etc. Que Elie Wiesel expliquait que voilà, c'est par le simple fait d'être né qu'il était dans le camp, donc que pour lui il avait 14 ans. Oui, exactement, que l'absurde concentrationnaire, pour lui, plus de perdre son père, etc., c'était bien au-delà de ce que Semplun avait pu... mais leur confrontation est très... Enfin, leur discussion est très intéressante, et ça se clôt d'ailleurs, et ça fait vraiment écho, parce que voilà, on est en 2021, on évoquait au tout début le fait que les témoins disparaissent petit à petit. L'entretien se conclut par « Je n'aimerais pas être le dernier témoin, moi non plus ». Françoise. Oui, alors, oui, je pense que c'est un témoin, je dirais, complet, qui ne fait pas de différence. Et en lisant les lettres manuscrites que le lectorat de Semprin lui a adressées à profusion après la parution de L'écriture ou la vie, toutes ces lettres étaient magnifiques, évidemment, et je voudrais vous en citer un extrait d'une. C'est une déportée célèbre qui est survivante d'Auschwitz, une grande dame de la déportation à qui nous devons beaucoup, nous les femmes aussi.
et lui écrit « Nous n'avons plus à nous demander ce qu'il se passera quand il n'y aura plus personne pour en parler. Votre livre témoignera pour vous. » Bien. Nous sommes heureux que cette personne ait été présente parmi nous aujourd'hui également. Merci beaucoup. Eh bien, si vous voulez, je pense qu'un micro va pouvoir circuler.